Déjà 40 ans. C'est toute une génération bercée par le plus grand des aventuriers. Depuis 1981, Steven Spielberg, George Lucas et leurs héritiers nous ont offert la magnifique saga Indiana Jones. 5 films de légende qui ne cessent de passionner le grand public. En 40 ans, la saga a fait couler beaucoup d'encre. Des magazines aux documentaires, il est difficile de ne pas raconter encore et encore les mêmes mythes. Aujourd'hui, il est donc temps de donner la parole aux grands enfants bercés par les aventures d'Indy et de redécouvrir la saga par le prisme des souvenirs. Indiana Jones, pour moi, c'est quelque chose de très subjectif. J'ai grandi avec. J'ai d'ailleurs vu le Temple Maudit avant de voir Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ce qui n'est pas tout à fait hérétique parce que le Temple Maudit se déroule avant Les Aventuriers de l'Arche perdue et je me souviens que je l'ai vu après avoir lu une bande dessinée adaptée d'Indiana Jones. Donc déjà, il y avait tout un imaginaire. Je pense qu'on a tous découvert Indiana Jones de manière un peu différente. J'ai toujours fait le lien entre Indiana Jones et l'émission de télé En route pour l'aventure, qui était sponsorisée par Banga à l'époque, et qui reprenait pour les enfants une mini forêt, une mini jungle, avec des temples, avec plein d'épreuves, et les enfants qui arrivaient à faire toutes les épreuves arrivaient à la fin devant une tête de statue gigantesque. Si tu répondais à la bonne question, les yeux s'illuminaient en bleu, t'avais gagné. Et si tu avais perdu, elle crachait de la fumée. Enfin, c'est exactement la fin du Temple Maudit avec cette statue quand il met les pierres. C'est vraiment exactement la même chose. Et comme je regardais beaucoup la télé, je connaissais très bien, j'adorais cette émission. En voyant Indiana Jones, je me suis dit mais c'est trop bien, il y a tout un univers qui reprend tout ça. Et j'ai découvert Indiana Jones en faisant le lien avec cette émission de télé. C'était assez marrant. Mon âme d'enfant a envie de te dire que Indiana Jones, c'était les aventures qu'on s'inventait les mercredis après-midi, les samedis avec les copains, tu vois, quand on faisait des cabanes dans les bois, on se prenait tous pour Indiana Jones. Donc je me souviens, en CM2, je jouais à Indiana Jones dans la cour de l'école. Je devais vraiment passer pour un geek sévère, parce que je grimpais les murs comme à la fin il grimpe le pont, le pont effondré, et je perdais mon arme tout le temps, parce qu'il perd son arme au début du film, et je trouvais ça trop cool que le héros perde son arme. C'est une saga super cool parce que c'est le personnage qui est super cool. Et il est super cool pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a ce second degré, et ça je pense que pour moi c'est la quintessence du cool. C'est le petit pas de côté qui fait que ça le rend extrêmement cool. Ouais, je vais rattraper ce camion. Comment? N'en sais rien, j'improviserai, j'ai l'habitude. Mais de mon point de vue, parce que je suis professeur d'histoire, il est cool aussi parce qu'il a un lien avec ma matière, et ça pour moi c'est génial. Ce plaisir absolu des films de fin de soirée en famille où tu partais à l'aventure, tu es un peu coincé chez toi, et là avec Indiana Jones tu voyages, c'est un peu le James Bond fun en fait finalement. Tu voyages, tu fais le tour du monde et tu as ces découvertes de trésors, c'est vraiment toute l'essence que tu as de l'aventure quand tu es enfant, et voilà, c'est de la magie absolue en fait. Pour moi, là, ce qui fait la force de cette série, c'est la capacité qu'ont eu Lucas et Spielberg à ingérer plein de codes de la pop culture, les céréales des années 30, des films de Chaplin. Tu vois, tu prends une scène où quand Marion est enlevé et mis dans un panier, la scène où Indy se retrouve au marché avec tous les mecs qui ont des paniers, j'ai l'impression de voir un Chaplin, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça qui ont été amalgamées, qui ont été digérées par Lucas et Spielberg. Et au final, ce qu'il en ressort de ce film, c'est qu'ils ont réussi à nous sortir une saga qui, à son tour, a marqué, est devenue culte dans la pop culture. La scène de la pierre qui roule, c'est devenu mythique, à tel point que des jeux de société ont repris le concept dans l'île infernale, le jeu de MB l'île infernale, où on a cette pierre comme ça qui roule et sur laquelle les joueurs doivent s'échapper. Le train de la mine, dans le Temple Maudit, c'est typiquement une aventure de parc d'attractions. On est dans un roller coaster pendant le film, quoi. Alors c'est une saga très nostalgique parce que comme tous les gens qui l'ont vu dans leur enfance, ça nous ramène à ce moment-là, mais ça marche aussi avec d'autres sagas. Mais en même temps, c'est nostalgique et très actuel. Pour moi, c'est toujours actualisé.
je peux toujours le revoir, j'y découvre toujours des choses. Et quand j'étais petite, il y a des choses par exemple, la scène où on comprend que Henry Jones et Indiana Jones ont eu une relation avec la même femme, moi ça me passait complètement au-dessus de la tête, je comprenais pas du tout cette réplique. Comment tu sais qu'elle est nazie? Elle parle en dormant. Ben, ça je comprenais pas. Et donc on peut toujours trouver de nouvelles choses à chaque fois qu'on le revoit. Donc je dirais que c'est à la fois complètement nostalgique et en même temps c'est toujours d'actualité. C'est des films qui restent visibles un nombre incalculable de fois et qui vieillissent pas. Comment avez-vous su qu'elle était nazie? Comment avez-vous su qu'elle était nazie? Elle parle en dormant. Alors, pour moi, qui est un enfant des années 90, c'est complètement la chambre d'enfant cinématographique. C'est-à-dire qu'on part à l'aventure, on a des objets magiques à ramener dans un musée. Enfin, moi, ça me parle assez. De toute façon, on ne peut pas imaginer de l'aventure ou du mystère ou de l'exploration, je dirais, sans penser à Indiana Jones. Ça nous a vraiment marqué et force est de constater que ça continue à marquer la génération. La puissance, je dirais, nostalgique, qui est déjà nostalgique dans les années 80, en fait, parce que c'est la nostalgie des années 30-40 dans le concept. Elle continue en fait. Ça reste assez intemporel pour le coup. Alors j'ai un petit problème avec la notion de nostalgie dans le cinéma. Si j'aime encore aujourd'hui Indiana Jones, c'est pas par nostalgie, c'est par admiration en fait de la modernité de ces films-là. Une modernité paradoxale parce que c'est des films qui se situent dans le passé. La mise en scène de Spielberg est tellement hallucinante, en tout cas sur les deux premiers. On peut avoir plus de débats sur celle du troisième et encore plus de débats sur celle du quatrième. Sa mise en scène est tellement visionnaire, tellement expérimentale, tellement en avance sur son temps, tout en s'inspirant de choses qui ont été là avant. C'est-à-dire que voilà, il sait qu'il y a eu des réalisateurs avant lui, il les a étudiés, il a compris comment ça se passait, il a étudié ses classiques. Et à partir de là, il se dit qu'est-ce qui est possible encore dans le cinéma. Ce que je vois aujourd'hui dans Indiana Jones, c'est ce que je voyais quand j'étais gamin sans pouvoir mettre des mots dessus, c'est une expérience totalement inédite, avant-gardiste, libérée de toutes les contraintes du monde moderne en fait. Ça se passe dans le passé parce que justement, c'est une manière comme Star Wars en fait de complètement dépayser. C'est-à-dire qu'on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'ordinateur, on n'a rien en fait, on n'a que le personnage qui est de fait plongé dans des mondes exotiques ou étrangers, ou hostiles, ou paradisiaques, etc. Et je sais pas, il y a un souffle, il y a une adrénaline que Spielberg met dans sa mise en scène qui est pour moi beaucoup plus important que n'importe quel effet de nostalgie. Quand je regarde Indiana Jones, je le regarde pas avec un œil nostalgique, j'apprécie vraiment ça comme une œuvre cinématographique avant tout. Pour moi, c'est vraiment un travail de dingue qui a été fait par Lucas, Spielberg. Non, pour moi, Indiana Jones, ça fait pas appel à une forme de nostalgie parce qu'il est tellement ancré dans la culture et pop culture qu'il baigne au quotidien dans les références qu'on va voir, les aventures de Picsou, que ce soit des bandes dessinées, que ce soit des jeux vidéo, tu vois, Tomb Raider. Pour moi, on est sur les mêmes types d'expériences et de sensations, Uncharted et compagnie. Enfin, tout ça, c'est des hommages à Indiana Jones qui sortent très régulièrement et qui font qu'on n'a jamais laissé de côté Indiana Jones pour y revenir plus tard. On le vit toujours, Indiana Jones, c'est vraiment une aventure qui s'est déroulée sur des décennies. Donc non, c'est pas pour moi quelque chose qui fait appel à la nostalgie, mais par contre c'est une vraie œuvre pop culture qui a marqué tous nos codes. Pour le Graal, c'est justement c'est ça le génie de Spielberg, hein, garder des choses qui lui sont utiles. Par exemple, tout le passage où il explique que c'est Joseph d'Arimathie qui a recueilli le sang dans la coupe. Ça, c'est attesté par les sources bibliques, hein, et tous les évangélistes s'accordent là-dessus. C'est également attesté par les auteurs médiévaux, donc ça, c'est extrêmement précis et pour le coup, c'est vrai. Et après, il y a des détails, enfin parfois pas des détails, hein, parce que le Graal, il est quand même dans le temple de Pétra en Jordanie. Bon, ça c'est totalement impossible, mais le décor est tellement parfait que là encore, génie de la pop culture, on assemble des choses qui font partie de la culture commune et on donne une œuvre originale avec. C'est dur de réinventer un personnage comme Indy et de se dire comment on fait pour le réinventer. On a l'impression que ça a tellement été bien pensé que ça ne peut pas être mieux en fait. Et on le voit, Benjamin Gates par exemple, c'est un sous-Indiana Jones. On n'arrivera jamais à faire aussi puissant, je pense. Peut-être que l'avenir fera que je me trompe, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je ne vois pas trop comment on pourrait faire mieux dans
dans cet esprit années 30, mystère, aventure. Encore une fois, tu vois, Jumanji, c'est une inspiration d'Indiana Jones comme Uncharted s'en est inspiré ou Tomb Raider s'en est inspiré. Par contre, on a de nouveaux films, alors c'est toujours pareil, hein, ça va tourner autour de l'univers de Lucas, mais pour moi, un Mandalorien, par exemple, on retrouve un petit peu ce côté héroïque, personnage fort, charismatique, qui va avoir des péripéties avec Grogu, avec des second rôles, avec Bo-Katan, avec des second rôles assez forts, assez marqués, qui vont amener des choses à l'intrigue. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui se rapproche, mais bon, on reste dans l'univers de Lucas. La première apparition d'Indiana Jones dans Indiana Jones 4, ce plan où on voit le chapeau jeté du coffre au sol, la main qui rattrape le chapeau, on passe sur l'ombre, hop, on le met et il se tourne et la caméra revient et on voit le tourné de Harrison Ford, je trouve ça sensationnel. C'est juste un plan ultra chorégraphié, c'est du pur Spielberg. C'est tout aussi beau que ce qu'il peut faire dans Fabelmans, dans La Guerre des Mondes, dans Minority Report, Empire du Soleil, etc. C'est du pur Spielberg. Donc on ne peut pas tout jeter d'Indiana Jones 4 aussi facilement, c'est complexe. Et alors, dès que j'ai vu le crâne de cristal, parce que c'est quand même le sujet principal du film, merde, c'est un plastique, c'est une boule en plastique avec du papier cellophane à l'intérieur, quoi. J'ai vu ça, ça m'a choqué, je suis resté bloqué. Le film s'appelle Le crâne de cristal et ils ont pas fait d'effort sur le crâne de cristal. On a un crâne Jiffy avec du papier cellophane en boule. Alors si vous l'avez jamais remarqué, je suis désolé d'avoir détruit votre film, mais en revoyant le film et en revoyant ces crânes de cristal, faites une recherche internet, vous allez voir, hein, c'est vraiment du papier cellophane dans du plastique, quoi. C'est un scandale. Je trouve que les effets spéciaux sont à la fois magiques, incroyables et des fois assez cheap, donc c'est un drôle de sentiment. Mais par exemple, je suis toujours émerveillé devant la course-poursuite du Temple Maudit, fait en stop motion, en miniature, et ça marche toujours super bien. Et à l'inverse, voilà, il y a des effets un peu plus cheap, comme dans la dernière croisade, on a la scène du tunnel avec l'avion, c'est un peu plus, voilà. La plupart des effets visuels de la dernière croisade sont complètement ratés. Notamment la scène de l'avion, mais j'ai toujours eu du mal, même en VHS, à voir ces séquences dans le troisième. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La dernière croisade a des effets visuels assez désastreux, sauf un, étonnamment, où à la fin il y a un morphing pour la scène où le méchant prend le mauvais Graal et il se décompose. Et en fait, c'est plusieurs marionnettes qui ont été accrochées à un système de motion control et ils ont filmé le même mouvement pour chaque marionnette, le même mouvement pour la caméra, et ils sont passés de l'une à l'autre, comme ça, en continu dans le même plan. Et ce qui est intéressant avec ce plan, c'est que le compositing de ça, toute la création de l'effet, en fait, le compositing de l'effet, a été réalisé sur ordinateur pour la toute première fois. Avant, il fallait passer par des imprimantes optiques. Là, ça s'est fait directement sur la station Silicon Graphics. Alors, je pense que le travail d'effets spéciaux de la saga, au même titre que le travail de mise en scène, a une patte à elle, qui est propre, qui est cette équation fabuleuse entre le travail de Spielberg, le travail de Lucas, le travail d'ILM. Et tout ce travail-là, avec les techniciens, les artistes, ça crée cette patte inimitable et c'est sûr que ça continue d'inspirer. En tout cas, pour moi, ça m'inspire. Et je pense que ça inspire beaucoup de gens, en fait. Ce qu'on peut dire sur Les Aventuriers de l'Arche perdue, ces effets spéciaux, c'est qu'il y a beaucoup d'images iconiques, notamment les maquillages de Chris Wallace pour la fin. Donc il y a cette fameuse scène où un méchant fond, donc c'est une statue de cire qui fond, hein, et ensuite c'est accéléré. C'est tout bête à faire, entre guillemets. Enfin, je veux dire, il faut préparer toutes les couches pour la marionnette en cire, mais le rendu est totalement hallucinant. Et je crois qu'ils ont eu peur, d'ailleurs, je crois qu'ils ont eu peur pour le rating, la classification du film. Ils ont rajouté des flammes au dernier moment devant, qui sont très très mal incrustées sur l'image, pour un petit peu atténuer la violence de cette scène. Mais quand même, imaginez à l'époque des gosses qui voient ça, une tête qui explose, une tête qui fond, une tête qui se creuse, c'était quand même assez fou. Quand j'étais gosse, je me suis jamais posé la question de la violence. Moi, j'ai pris les films comme ça, je les ai kiffés. Je me suis amusé à refaire les scènes, à imaginer des aventures avec mes copains quand on jouait en vacances à la campagne et tout ça. Donc, j'ai jamais eu la question de me dire « Ouh, ça m'a choqué », ça m'a pas marqué. Par contre, aujourd'hui, j'ai un rapport très différent parce que c'est des films que je fais découvrir à mes enfants. Mon fils qui a 9 ans, on lui a fait voir Indiana Jones il y a 3-4 mois à peu près et on a censuré le premier
en se disant c'est peut-être un peu chaud. Et du coup, on lui a fait voir le deuxième, parce qu'avec 2001, on s'est dit que ça serait marrant. Et c'est vrai qu'il y a quelques scènes qu'on a un peu zappées ou passées en avance rapide, tu vois. Et c'est vrai que j'ai moi-même amené une censure que j'ai pas eue enfant. Et ça témoigne d'un changement d'époque. Par exemple, si tu prends le 4e volet, qui est vachement plus lisse que les 3 premiers. Alors c'est vrai que sur la saga Indiana Jones, j'ai vraiment 2 effets qui me touchent particulièrement. L'ouverture de l'Arche d'Alliance, où toutes les âmes s'envolent, et je trouve que les effets de lumière fabuleux, dont ce plan où elle traverse un soldat et puis un caméraman à travers la caméra. Je trouve que ce plan qui est à la fois en studio, où on éclaire des mannequins qui prennent plus ou moins feu, ou avec des effets de vent, et des effets de rotoscopie à la main, où on anime des lumières et tout. Je trouve cette scène assez incroyable. Et aussi la séquence des wagons de la mine dans le Temple Maudit. Le mélange entre les plans réels et les séquences en stop motion. Je trouve ça toujours aussi fabuleux. Et la scène de la mine est complètement dingue. Vraiment, c'est un mélange de miniatures, de décors réels, de stop motion, avec des marionnettes fabriquées par Tom Saint-Amand et Phil Tippett et animées par Tom Saint-Amand dans un décor enfumé, complètement toxique. J'ai discuté avec lui, il est content de ne pas avoir eu de cancer après parce que c'était irrespirable. Mais cette séquence est complètement folle, vraiment. Je pense que la séquence visuellement la plus folle de toute la saga, c'est celle-là. C'est vrai que la problématique qu'on a maintenant sur la production, c'est que pouvant globalement tout faire, on n'a plus les limites techniques, donc les limites scénaristiques qui vont avec. Le plan d'Indy qui est génial, comme il était malade, il ne peut pas faire le combat qu'il voulait faire, il prend le pistolet, il règle le combat en 2 secondes. Cette scène-là est un concours de circonstances. Et c'est cette contrainte-là qui a donné cette scène mythique. Les effets spéciaux, c'est pareil. On optimise avec la technique de l'époque, maintenant on peut tout faire. Donc voilà, tous les plans de caméra, toutes les créatures, tous les univers. Donc je préférerais toujours un Aliens de Cameron ou un Alien de Ridley Scott où on a recréé tout un univers, au dernier Alien où finalement on sent que tout est ultra designé, ultra possible et pour le coup moins synthétique, moins unique en fait. S'il y a une scène qui me choque, et j'ai l'impression que personne n'a percuté à cette scène, quand Belloq fait son speech en disant à Indiana Jones qu'il peut le rejoindre, etc., il y a une mouche sur son visage, et en parlant, il avale la mouche. Et ça m'a tellement choqué, ça rajoute tellement un côté encore plus sale au personnage qui est au milieu des nazis. Et cette scène-là, ça peut paraître pas grand-chose, mais elle m'a plus traumatisé que les cœurs qui s'arrachent. Mais je crois qu'en tant que prof d'histoire, j'aime particulièrement la scène où il se retrouve face à Hitler. Donc là, il arrive à Berlin, il y a une scène d'autodafé, et il se retrouve face à face avec le Führer, et là on pense que tout est fini pour lui, et le Führer prend le carnet qui recèle toutes les énigmes du Graal, et il lui fait son autographe. J'adore cette scène. En France, contrairement aux pays anglophones, on a quand même un truc, une chance de dingue, c'est que Harrison Ford a été incarné par des comédiens cultes, des voix cultes, qui font que c'est encore plus ancré dans la pop culture. On a Claude Giraud qui l'a doublé pour la première fois. Donc Claude Giraud, c'est quand même la voix d'Ulysse 31. En tant qu'enfant, tu entends cette voix, elle te berce, quoi. Tu plonges dans la fable, dans le récit, quoi. Fie-toi à moi. Tu connais ce médaillon. C'est trop risqué. Nestor, éloigne-toi et envoie-moi un module de recherche. Je dois retrouver Télémac. Et comme Indiana Jones, c'est des histoires aussi qu'on te raconte, et Spielberg est un excellent raconteur d'histoires. Je trouve que ça collait très bien avec la découverte de ce personnage. Dans Le Temple perdu, c'est Francis Lax, encore un comédien de doublage incroyable, qui pour moi est rattaché à Optimus Prime. On a chacun nos références, je suis désolé. Le météore pourrait être une source d'énergie absolument fabuleuse. Vous les insultez, vous les humiliez, vous m'embarrassez, mangez. Allez. Moi, c'est Optimus Prime, c'est Tom Selleck. Tom Selleck, c'est dingue de savoir qu'en France, on a eu la voix de Tom Selleck pour faire Indiana Jones. Il faut savoir qu'il était pressenti à l'origine pour jouer le rôle d'Indiana Jones, et finalement, Lucas a préféré prendre Harrison Ford. Mais du coup, en France, on a eu un petit peu de Tom Selleck dans notre Indiana Jones. Hey Yins, je savais que j'allais rester. J'ai du nez. Et Richard Darbois est arrivé sur le 3e volet.
Et là, on ne présente plus Richard Darbois. Vers l'infini et au-delà! Pas de billets. Ça aurait pu être bizarre de se dire qu'à chaque saga, on change de voix. Mais là, comme on a eu à chaque fois des voix incroyables, ça participe encore plus au mythe autour du personnage. Parce que justement, c'est à la fois la quintessence de ce qu'on a envie d'être, c'est-à-dire séducteur, doué dans les scènes d'action, avec le petit second degré. Et en même temps, il a quand même des failles, donc on peut s'identifier quelque part à lui, parce que c'est aussi un mec qui s'entend pas avec son père, c'est un mec qui a peur des serpents, donc quelque part, il a des fois des petits côtés qui fait qu'il y a une identification qui est possible. Donc non, moi je trouve que c'est le héros attachant par excellence. Quand Indiana Jones, il est dans cette église à Venise, donc on précise que c'est une église-bibliothèque, et donc c'est par là que son père a disparu, donc il doit trouver la tombe du chevalier sur laquelle il pourra lire la solution de l'énigme sur le bouclier. Et donc dans cette église, il cherche des chiffres, et donc il y a 3 chiffres, dans mon souvenir c'est 3, 7 et 10, donc il y a beaucoup de choses à dire sur la symbolique des chiffres, hein. Le 3 c'est la Trinité, etc. Bon, le 10 c'est surtout parce que ça forme un X, et il ne le trouve pas ce 10. Et finalement, il doit monter sur l'escalier en colimaçon de la bibliothèque et arriver à la bonne hauteur, il va voir le X sur le dallage de la bibliothèque. Et donc le X qui marque l'emplacement, alors qu'il a dit à ses étudiants au début du film qu'un X n'a jamais marqué l'emplacement d'un trésor. Donc là, l'ironie est assez savoureuse. Et en plus, ça pourrait symboliser le fait qu'Indiana Jones doit s'élever spirituellement. Il doit commencer à croire au Graal pour trouver la solution. Donc finalement, il monte sur cet escalier, il s'élève spirituellement dans une église-bibliothèque, le savoir universitaire et le savoir religieux, et là, il trouve la solution. Moi, je voulais être Indiana Jones, en fait. Il me donnait une sorte de modèle d'homme ultime. Et je sais pas, c'est quelque chose qui était assez fascinant. Il est quand même assez fascinant, ce personnage. Il est imparfait. Donc déjà, c'est un héros qui, contrairement à beaucoup de héros d'action des années 80, se viande, se blesse, est épuisé. Au moment de la scène du baiser, il s'endort. Il y a quelque chose qui est extrêmement humain. Et il arrive, Spielberg et Ford et Lucas arrivent à trouver un équilibre parfait entre l'humanité, l'idéalisation du personnage, son côté fougueux, son côté très drôle, son côté gaffeur. Et voilà, pour moi, c'est le personnage idéal pour nous embarquer dans ces aventures-là. Ah, je dois avouer que quand revient la saison des vide-greniers, et que je me mets un petit peu à déambuler dans les allées pour trouver des vieux jouets, en cherchant dans les caisses, les vieilles caisses qui sortent comme ça des garages des greniers, et qu'on retrouve un petit blaster de personnages Star Wars Kenner 81, dans ma tête, j'ai un petit peu la musique d'Indiana Jones qui retentit, je me sens un peu aventurier, archéologue, quelque part. J'admire le travail de Spielberg parce qu'à la fois, il reprend des sources historiques et littéraires et il les transforme pour les inclure dans un film d'action. Et ça, je trouve ça assez génial. Notamment, c'est des petites références, mais par exemple, quand il cite le fait que les solutions de l'énigme, c'est dans les chroniques de Saint Anselme. Saint Anselme a existé, c'est un moine italien qui a vraiment écrit des chroniques. Donc c'est ce genre de petits détails que j'adore. Après, Spielberg, il prend aussi des fois des grosses libertés avec la littérature médiévale, hein, notamment le fait que pour lui, le Graal est resté en Orient, alors que toute la littérature médiévale nous dit que le Graal, il est en Occident. Il est en Bretagne, Petite-Bretagne ou Grande-Bretagne. Ouais, c'est pas faux. Et bon, ça, c'est quelque chose que Spielberg ne garde pas, je pense, par goût de l'exotisme. Mais en tout cas, ça m'a vraiment passionné de traquer tous ces petits moments de correspondance ou pas avec la littérature médiévale. Le Graal d'Indiana Jones, c'est pas le Graal, hein, parce que déjà à plusieurs reprises dans le film, il le dit qu'il ne le cherche pas. On lui pose la question pourquoi cherchez-vous le Graal? Est-ce que c'est pour votre gloire personnelle? Et il répond mais je ne cherche pas le Graal, je cherche mon père. Donc il le dit extrêmement clairement. Et finalement, tout le film, il dit même dès le début, vous vous êtes trompé de Jones, il fallait demander à mon père. Et donc tout le film est construit là-dessus, et à la fin du film, quand Indiana Jones essaye de retenir le Graal qui est en train de partir dans l'abîme, il essaye vraiment de l'attraper, son père le retient par la main, et le moment où Indiana Jones renonce au Graal, c'est la seule fois du film où son père prononce son nom. Il lui dit Indiana, c'est la première fois qu'il lui dit pas Junior, et donc il arrive à lâcher le Graal, et en fait le Graal c'est qu'il a retrouvé
la relation avec son père. Donc c'est très freudien, psychanalytique, et ça aussi c'est génial de la part de Spielberg comme idée. Il est su aujourd'hui que Indiana Jones a lancé en France des vocations d'archéologue. Il y a des gamins qui se sont dit « je veux être archéologue comme Indiana Jones ». Alors le métier d'archéologue n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les films, mais c'est intéressant de se dire qu'un film a marqué des vocations professionnelles et marqué des vies de personnes. Et bon, on sait que c'est un film, hein, qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais il y a des phrases cultes, tu vois, comme « sa place est dans un musée ». Et ben ça, mine de rien, je pense que c'est des phrases comme ça qui sont restées ancrées et qui donnent des valeurs de conservation, des valeurs de patrimoine, de respect. Tu vois, il y a une valeur de respect derrière une phrase comme ça. Et je pense que, mine de rien, c'est une petite pierre à l'édifice de la réflexion, de se dire on doit respecter les traces du passé, on doit conserver les témoignages, que ce soit une relique archéologique, que ce soit un véhicule ancien, que ce soit un vieux jouet des années 80 retrouvé au fond d'une caisse. Tout ce qui raconte une histoire a sa place quelque part dans un musée.